Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, dans le cadre de ce webinaire, aujourd'hui, on va parler d'un outil Digizy qui a été créé pour trouver les solutions technologiques adaptées aux entreprises manufacturières de la construction. Alors, pour parler de ça aujourd'hui, je ne suis pas seule. Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Mélanie Léonard. Je travaille chez Ambil Wallonie et je suis en charge des thèmes liés au numérique. Donc, le projet Digizy, avant tout, ce n'est pas un outil. C'est vraiment un projet qui a duré pendant 2 ans avec un ensemble de partenaires qui vont me rejoindre aujourd'hui pour parler chacun d'une ou l'autre spécificité liée au projet Digizy. Alors cet outil Digizy, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a duré 2 ans avec l'ensemble des partenaires. Vous voyez ici qu'on est 6. Ça a réuni des partenaires, des fédérations, des pôles de compétitivité, des centres de recherche. C'est un projet qui était dans le cadre du programme Industrie du futur Digital Wallonia de l'Agence du numérique et soutenu par la région wallonne. Ce projet, il était destiné aux entreprises manufacturières de la construction parce qu'on le sait aujourd'hui, le secteur, il évolue. Les besoins, ils évoluent. Il y a de plus en plus de préfabrication. On fabrique des éléments, on anticipe beaucoup plus les chantiers. Et donc, les entreprises aujourd'hui qui préfabriquent, qui fabriquent des éléments, ils sont confrontés aussi à des problématiques, à des enjeux industriels auxquels on va parler aujourd'hui, différentes thématiques liées à l'automatisation de leur parc de machines, liées à l'évolution des compétences, liées à la logistique, etc. Donc, le projet Digizy, c'est un outil qu'on va vous présenter, mais pas que. Sur 2 ans, ça a été différentes choses. Ça a été le résultat de 2 années de travail. Vous voyez, on a fait des webinaires comme aujourd'hui. On a fait des rencontres, des lunchs du numérique avec des entreprises sur des sujets en particulier. Ça a été aussi un réseau d'apprentissage qui a permis à différentes entreprises de se rencontrer à différents moments de l'année pour visiter un chantier, un projet innovant. Ça a été également 40 accompagnements, des accompagnements numériques et des accompagnements liés à la logistique. Et ça a été aussi un outil dont on parlera aujourd'hui et de la création de contenu. Mais pour commencer aujourd'hui, je vais me tourner vers toi, Guy. Guy qui est donc représentant pour Fedustria en Wallonie. Donc Fedustria, la fédération des entreprises du textile, du bois et de l'ameublement. Justement, donc je l'ai dit, le secteur, il évolue. Guy, aujourd'hui, en quoi justement ce projet Digizy est important pour le secteur, pour les entreprises et justement au regard de cet outil? Merci Mélanie. Donc effectivement, le projet Digizy était un beau support qu'on a pu offrir aux entreprises du secteur du bois que je représente ici, des entreprises de la seconde transformation du bois, parce que nous estimons que la digitalisation, c'est vraiment quelque chose qui est crucial pour l'avenir de nos entreprises. Donc, il faut savoir qu'au niveau de cette digitalisation dans l'industrie, bon, on ne part pas de rien, donc on dispose parfois déjà d'une certaine expertise assez avancée dans certains domaines de la digitalisation. Il y a d'ailleurs toute une série d'entreprises du secteur du bois qui ont été parmi les premières à s'être distinguées comme ambassadeurs Made Different Digital Wallonia, donc qui montraient vraiment leur dynamisme en matière de digitalisation. Et donc, ce sont des exemples inspirants bien sûr, qui doivent motiver d'autres entreprises. Il y a des évolutions qui continuent, positives qui continuent de se faire, mais évidemment, il y a aussi des niveaux assez différents dans les entreprises. Il faut tenir compte de leur taille, de leur historique, de la culture, etc. Et donc, notre idée à travers Digizy, c'est de pouvoir faire évoluer l'ensemble du secteur, l'ensemble des entreprises, l'ensemble de la chaîne de valeur à travers les apports du numérique et de la digitalisation. Alors, comme je le disais, le digital pour nous occupe une place de plus en plus fondamentale. Donc, on voit qu'il y a énormément d'apports potentiels de cette nouvelle technologie. Il y a de nombreux champs d'action également qui sont possibles et aussi toute une variété d'outils et donc pour, par exemple, contribuer à soutenir la performance de l'entreprise, ses processus de production, par exemple,
pour soutenir la gestion de l'entreprise, par exemple au niveau de la communication interne, communication externe, pour aider à gérer, à mettre en place un processus de qualité, pour améliorer de manière continuelle les produits de l'entreprise. Donc, et en fait, on se rend compte que c'est aussi une technologie, ce sont des technologies qui permettent de répondre à des défis qui sont très présents actuellement, notamment on pense par exemple à la politique environnementale de l'entreprise, hein, par exemple au niveau de l'économie circulaire ou de l'efficience énergétique, tout ce qui permet par exemple d'avoir une bonne gestion énergétique dans l'entreprise, tout ce qui concerne la traçabilité également, donc c'est de plus en plus présent dans le secteur du bois notamment, hein, quand on pense à la législation européenne sur la déforestation qui va se mettre en place. Donc il y a toute une série de choses qui sont d'actualité et qui répondent aux demandes des entreprises. Mais ce sont des entreprises qui sont malgré tout assez petites, hein. Donc on voit ici nos statistiques au niveau du secteur bois. 93% des entreprises, c'est des entreprises de moins de 50 équivalents temps plein. Donc c'est pour ça que DigiEasy, c'est vraiment un outil intéressant et qui s'adapte aux demandes des entreprises, au niveau des entreprises. Et comme tu l'as dit, Mélanie, il y a eu toute une série d'actions qui ont été entreprises, comme par exemple le réseau d'apprentissage, des séminaires thématiques. Tout ça permet d'avoir des échanges entre pairs, entre toute une chaîne de valeur, d'aborder justement ces thématiques d'actualité. Il y a aussi eu toute une série de diagnostics qui ont été réalisés au niveau de la maturité digitale des entreprises, au niveau aussi de leur appréhension de la logistique. Et tout ça a permis de mieux connaître les besoins des entreprises, de faire une cartographie et également d'apporter un regard extérieur, de faire le point sur les améliorations possibles, sur les possibilités d'approfondissement, les aides et les ressources qui étaient disponibles, et tout ça avec le concours de nos partenaires, des partenaires de DigiEasy. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui répondait vraiment aux attentes et aux demandes des entreprises. Un grand merci, Guybette. Tu as parlé de besoins, de cartographie. Ça me permet de me tourner vers Stéphane Debois. On travaille chez Greenwin et donc justement, dans le cadre du projet, tu as eu l'occasion d'accompagner environ 30 entreprises, vraiment de faire des diagnostics d'accompagnement numérique de ces entreprises. Ça t'a permis vraiment d'être confronté au terrain, aux besoins et de récolter les besoins de ces entreprises. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ces résultats ? Alors, je vais présenter deux schémas. Le premier sur lequel je ne passerai pas énormément de temps parce que ça permet simplement de rappeler finalement le cadre de référence qui nous a permis d'avoir un dialogue avec l'entreprise. On retrouve en fait ici toute une série de catégories qui justement caractérisent une entreprise, de la stratégie en passant par le support, et alors tous les blocs qui permettent d'avoir des clients, de vendre des produits et des services, en passant par la logistique, le support aux opérations et la recherche et l'innovation. Ici, on a demandé aux entreprises de naviguer un petit peu dans toutes ces catégories et de nous dire quels sont leurs challenges, quels sont leurs projets, leurs problèmes et leurs grandes priorités. Et donc, sur ce schéma, on retrouve les pourcentages d'importance du nombre d'éléments qui ont été évoqués dans les différentes catégories, mais que je vais commenter plutôt dans le schéma suivant, qui est présenté sous forme d'une pyramide de Maslow et qui permet de montrer finalement que le bloc du bas, c'est vraiment le top 3 des catégories qui reviennent le plus souvent. Alors, ça signifie qu'il y a quand même environ 60% de représentation par ce top 3. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, mais ils ont été moins souvent évoqués ou alors de manière plus spécifique par rapport à certaines entreprises. Alors, je vais commencer par le bas. Ici, dans la partie stratégie, gouvernance et gestion des affaires, on retrouve le bloc suivi opérationnel. Que nous disent les entreprises à ce niveau-là? C'est « j'ai beaucoup de données, mais elles ne sont pas bien consolidées, elles ne sont pas bien organisées, j'ai besoin de restructurer les choses, je perds beaucoup de temps. Quand je dois faire un rapport, je prends plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que je dois aller chercher dans plusieurs modules, plusieurs fichiers, plusieurs sources d'informations, et il y a une énorme perte de temps, notamment parce qu'il faut aussi réencoder des informations plusieurs fois. Il y a une perte de temps sur cette recherche d'informations,
et on se retrouve souvent dans un environnement un peu spaghetti, avec toute une série d'applications différentes qui fonctionnent très bien de manière isolée, mais qui ne fonctionnent pas très bien en interopérabilité. Et donc, le besoin sous-jacent, c'est d'avoir effectivement un environnement consolidé, centralisé, qui permette d'avoir la donnée à un seul endroit, qui soit de qualité et qui soit fiable, et qui soit justement facilement intégrable dans des processus de gestion. Donc là, on a des solutions de type ERP et CRM qui sont évoquées, avec la recherche d'un intégrateur qui a idéalement une expérience dans la filière pour pouvoir accompagner justement cette phase d'analyse, de design des solutions et alors d'implémenter les solutions justement qui sont choisies. Alors, l'un ne va pas sans l'autre au niveau du support parce que la partie suivi opérationnel doit se baser évidemment sur une modernisation éventuelle, en tout cas, de l'infrastructure informatique. C'est ce qu'on retrouve dans le bloc IT. Donc, c'est vraiment avoir une infrastructure modernisée pour répondre à ce besoin de suivi opérationnel. Et la partie RH formation signifie, avec cet environnement, il faut des personnes qui soient bien formées, bien qualifiées pour pouvoir évoluer dans cet environnement numérique. Ces deux blocs sont évidemment interconnectés, même si quand on parle de RP et de CRM, c'est interconnecté avec beaucoup de sources d'informations dans l'entreprise. Donc, je remonte la pyramide de Maslow pour arriver maintenant à la partie production. Que nous disent les entreprises à ce niveau-là? Essentiellement deux grands éléments. La partie planning, c'est-à-dire l'entreprise aimerait avoir beaucoup plus de visibilité sur le moyen et long terme pour pouvoir suivre les chantiers, pour pouvoir se baser sur une visibilité claire par rapport aux ressources matérielles, à la main-d'œuvre disponible et pouvoir faire plus que tout le temps de l'état d'urgence. C'est-à-dire dépasser le cadre de la semaine et aller vers, si possible, à une visibilité sur le trimestre, voire sur le semestre par rapport à la gestion des chantiers. Et la partie chaîne de production qui est souhaitée aussi au niveau de la modernisation en fait des chaînes de production. L'idée là derrière, c'est soit de pouvoir aller vers de l'installation de capteurs pour faire de la maintenance préventive, ou bien développer des nouveaux produits et services grâce à des machines numériques qui sont évoluées et qui permettent de faire en fait beaucoup plus de préfabriqués et de proposer idéalement des nouveaux produits et des nouveaux services, voire de se distinguer de la concurrence dans certains cas de figure. Alors je quitte ce bloc de 3 et j'arrive dans la partie des 40% restants, où dans la partie support aux opérations, on va retrouver la gestion de projet comme besoin pour casser les silos, pour avoir une meilleure intégration aussi des suivis de chantier, voire éventuellement de pouvoir intégrer du dessin 3D avec justement des machines à commande numérique, comme je viens d'en parler. Ça, c'est pour la partie gestion et suivi de projet. Et on retrouve dans le support aux opérations également le bloc gestion des locaux, énergie et économie circulaire, comme Lila justement évoqué précédemment, où on va avoir des besoins d'optimiser les choses au niveau du bâtiment, installer des panneaux photovoltaïques, gérer le chauffage par exemple en chauffant en brûlant des déchets de bois et avoir des projets de revalorisation des matériaux. Je passe à la partie relation client, où dans la relation client, on va avoir essentiellement deux choses qui remontent au niveau des besoins. C'est soigner son image de marque, pouvoir utiliser des outils de marketing digitaux avec les réseaux sociaux notamment, pouvoir promouvoir les produits et les services, et avoir un meilleur suivi client avec notamment des outils de type CRM. Last but not least, on va retrouver la logistique et la recherche et l'innovation dans les deux derniers types de besoins. En matière de logistique, c'est souvent la gestion de stock et l'optimisation des flux qui est évoquée. Surtout dans les entreprises qui ont du multisite d'ailleurs, un petit peu moins fortement pour le monosite, même s'il y a toujours évidemment des opportunités d'amélioration. Mais la gestion de stock et l'optimisation des flux revient quand même plus souvent dans les entreprises avec plusieurs sites. Dans la partie recherche et innovation, la veille technologique commence à faire, son apparition pour les entreprises qui ont un petit peu plus de personnel également, où on va avoir un intérêt par exemple pour l'intelligence artificielle. On a souvent entendu une envie de pouvoir remettre des devis beaucoup plus rapidement qu'à présent, et se baser par exemple sur un volume de devis du passé pour pré-remplir, pré-encoder une série d'informations
et perdre le moins de temps possible pour remettre des devis en temps et en heure. C'est vrai, bon, j'imagine que tu as pu rencontrer vraiment tout un échantillon d'entreprises, Oui. des entreprises qui viennent de différents secteurs au niveau de la construction, du bois, des personnes qui font de la menuiserie, des panneaux isolants, différentes aussi tailles d'entreprises. Est-ce que, avec du recul, est-ce que tu vois vraiment des grandes différences par rapport à certaines entreprises, des silos qui se créent justement, des grandes tendances par rapport à des types d'entreprises? Moi, je dirais qu'on va parler plutôt de taille. En dessous de 10 personnes, c'est vrai qu'on remarque que les entreprises, elles sont souvent tout le temps dans la gestion du quotidien. Elles ont peu de temps pour justement octroyer de la prise de recul et de se dire à quel endroit est-ce que je pourrais gagner du temps et optimiser. Parfois, il y a, voilà, le patron, il est sur le terrain avec ses gars, quoi. Et donc, il a un peu du mal à avoir une vision satellite et pouvoir identifier les opportunités d'amélioration. Pardon. Dès qu'on dépasse les 10 personnes, on commence à avoir un peu plus de moyens à octroyer justement à cette réflexion. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver à réfléchir de manière un petit peu plus en mode hélicoptère et identifier les opportunités. Commencer en fait avec des petites choses finalement, on va optimiser tel bloc d'application, puis tel autre, et puis on va remarquer qu'on gagne du temps et ainsi de suite. Mais c'est souvent quand on arrive à une taille d'entreprise un petit peu plus importante que les moyens sont plus intéressants au niveau de la numérisation de l'entreprise. Merci Stéphane. Oui, donc on voit que finalement les besoins, ils sont liés au secteur pour certaines choses très particulières, mais aussi on pourrait aussi imaginer ce schéma pour les entreprises industrielles de manière générale. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision hélicoptère, de se dire ça s'adapte vraiment au monde industriel de manière générale avec des spécificités vraiment liées à la construction. Parce que les thématiques, on en a parlé, hein, donc et donc ça nous permet vraiment de rebondir vers toi, Pauline. Pauline, toi, tu es expert digital au centre de recherche Buildwise. Et donc, aujourd'hui, on va parler avec toi vraiment de l'outil. Donc, cet outil Digizy qui a été créé également pour aider les entreprises. Donc, cet outil, c'est un outil en ligne. C'est un outil en ligne qui a pour objectif d'aider les entreprises, un peu comme un guide, à aller chercher la technologie la plus adaptée à ses besoins. Tu vas nous expliquer un petit peu comment, et justement comment, par rapport à cet outil, comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce que c'est cet outil? Donc en fait, l'idée de l'outil, c'est qu'en 4 étapes, l'utilisateur puisse obtenir des pistes pour en savoir plus, apprendre des choses sur les solutions technologiques ou moins technologiques, des méthodes de travail qui l'intéressent et qui sont adaptées à son entreprise. Mais du coup, pour arriver à cette étape finale où il aura des pistes pour aller plus loin sur ce qui l'intéresse, il y a 3 étapes avant. Il y a d'abord l'étape où il doit sélectionner un thème. Donc, Stéphane et Guy ont parlé des thèmes propres aux entreprises manufacturières, qui les touchent. Il y a la gestion des informations, tout ce qui est environnement, énergie, processus de fabrication, relations extra- et intra-entreprise et tout ce qui est supply chain. Et donc derrière chacun de ces thèmes se cachent des défis. Donc des exemples de défis pour la gestion des infos, c'est la centralisation des données, le suivi de la productivité, de la rentabilité, l'analyse des performances. Je vais pas tous les passer en revue. Mais l'idée ici, c'est que chaque thème reprend des défis propres aux entreprises manufacturières et pour résoudre ces défis, existent des solutions technologiques ou moins technologiques qu'on va leur proposer. Donc voilà, ici, relations intra-entreprise et RH, il y a tout ce qui est collaboration interne, valorisation et transfert des compétences de l'entreprise, vision des enjeux, sécurité, bien-être, recrutement, etc. Je les ai passés ici, c'est présent dans l'outil, donc je vais pas ici aller dans les détails. Et donc, j'arrive sur cette plateforme, je choisis un peu une problématique qui m'est propre en tant qu'entreprise. Je me dis, tiens, je vais peut-être sélectionner un des thèmes. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a sélectionné un des thèmes? Est-ce que tu peux nous donner une situation vraiment concrète? Donc, imaginons que l'entreprise soit plutôt intéressée par tout ce qui est relations intra-entreprise et RH. Elle sélectionne ce thème. Et ensuite, il y a des situations en fait qui représentent des défis qui lui sont proposés. Donc, par exemple, il y a un des défis dans le thème
relations intra-entreprise et RH, c'est les collègues collaborent entre eux, mais ils ont une vision partielle du travail de chacun. Ici, c'est le défi de la collaboration, de la vision de ce que l'autre fait. Et ici, l'entreprise doit dire est-ce que il se retrouve dans ce qui est décrit ici, ou est-ce qu'il trouve qu'il est déjà plus loin, ou par contre, il n'y est pas encore parce que c'est un défi pour lequel il n'est pas encore très avancé, il n'a pas encore appliqué beaucoup de solutions. Et donc ici, par exemple, s'il se retrouve dans la description qui est écrite, il peut mettre « j'y suis ». Et alors, des solutions lui sont proposées dans l'ordre qui semble le plus adapté selon comment il s'est situé avant. Donc ici, il a dit qu'il se retrouvait là-dedans, donc il est plutôt dans une situation médium. Et donc, des solutions médium lui sont d'abord proposées, ensuite des basiques et des peut-être plus masters. Et donc, il peut ici sélectionner ce qui l'intéresse comme solution. Et pour l'aider à faire ce choix, à comprendre en fait ce qui en effet l'intéresse ou pas, il peut voir la définition de la solution et voir les bénéfices aussi que cette technologie, solution, méthode apporterait avec la loupe et le petit pouce qui est à côté de chaque solution. Ici, il y a des infos qui apparaissent quand il passe sa souris là. Et donc, ici, j'ai montré un exemple. Pour chaque thème, il y a plusieurs situations qui sont proposées à l'utilisateur. Donc ça, c'était une situation. Il y a dans ce même thème RH, il y a aussi le défi du recrutement. Donc c'est un autre exemple. Là, si la personne dit qu'elle n'a pas encore lancé des actions pour faire face aux difficultés de recrutement, des solutions liées à ce défi-là lui sont proposées. Et vu que là, elle était moins avancée, elle a dit « j'ai encore pas fait grand-chose ». C'est d'abord des solutions basiques qui lui sont proposées, et puis des médiums et des masters. Ouais. Je vois que vous parliez de solutions basiques, médium, master. Comment est-ce que vous avez pu catégoriser telle solution se retrouve dans telle catégorie? Donc, en fait, on a essayé d'identifier les solutions, de classer les solutions dans celles qui demandent le moins d'efforts d'investissement pour être implémentées, à celles qui demandent peut-être plus d'efforts, de moyens humains ou financiers, d'énergie à être mise en place dans l'entreprise. Donc, on les a classées comme ça, en basique, médium, master, selon l'investissement nécessaire pour les mettre en place. Mais c'est pas une science exacte, donc on a essayé de les catégoriser de la sorte. C'est peut-être pas toujours, l'entreprise va pas toujours trouver que telle ou telle solution est basique ou médium. On a essayé de donner une idée. Oui, donc si je comprends bien, l'entreprise, elle choisit vraiment en fonction de ses besoins, ses problématiques. Elle peut cocher et après, de toute façon, comme tu le disais, si elle a identifié des solutions basiques, elle peut de toute façon regarder ce qu'il y a dans le médium master pour avoir une vision plus complète. C'est pour ça qu'on a quand même mis les solutions d'autres niveaux et pas limiter l'utilisateur aux solutions qu'on juge les plus opportunes pour lui. On lui laisse aussi le choix de visionner les autres. Ok. Et donc, la dernière étape, donc la finalité, c'est d'arriver ici à cette page de résultats, donc qui est divisée et on voit ici 3 parties, il y en a encore une 4e. Donc, la première partie, c'est où est-ce que l'entreprise se situe dans le thème. Est-ce qu'il, par rapport à comment il s'est situé, est-ce qu'il est plutôt basique, medium, master? Un récapitulatif des solutions. Quelle solution l'entreprise a coché qui l'intéressait et aussi combien de fois il les a cochées, l'importance des solutions pour lui, parce que peut-être il a coché plein de fois une solution, alors on la voit clairement qu'elle est importante pour lui. Puis des informations sur ces solutions, donc des liens. Ce qui est très important ici, c'est les liens pour aller plus loin, mais il y a aussi les définitions et les bénéfices de ces solutions qu'il a cochées. Et alors, dans la page des résultats figure aussi une liste de choses à garder à l'esprit, donc des solutions ou des thèmes plus transversaux
que l'entreprise doit garder en tête, donc ce qui est cybersécurité, tout ce qui est formation, présence en ligne, lean, enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a une liste de thèmes transversaux qu'il faut garder à l'esprit en tant qu'entreprise manufacturière. Et donc ici, donc l'outil il est en ligne, donc l'entreprise il fait un petit peu son marché, si je puis dire. Si après elle veut récupérer les informations, est-ce que tout est sur la plateforme ou il a un autre moyen? Donc, il peut enregistrer les réponses sur la plateforme pour pouvoir les reconsulter par la suite, mais ce qu'il peut faire aussi, c'est télécharger un fichier Word avec les résultats que je viens de montrer. Et donc ça, tout est téléchargeable, il peut vraiment le reconsulter par la suite. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on voit qu'il y a vraiment une richesse d'informations. Tu as parlé aussi de liens pour aller plus loin, qui pourra vraiment aider aussi l'entreprise pour justement, une fois, affiner sa recherche et avoir, j'imagine, plus d'informations. Une fois que ça est fait, imaginons l'entreprise se dit, j'ai fait un premier thème, tu en as parlé, par exemple, comme tu disais, les ressources humaines. S'ils font des transformations, dans 6 mois, ils se disent, j'aimerais peut-être refaire le thème parce que je suis intéressée par d'autres choses, parce que mon entreprise a changé. Comment est-ce qu'il peut fonctionner? Ou est-ce qu'il peut faire aussi un autre thème? Est-ce qu'il peut retourner dans l'outil? Oui, donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit il veut faire une nouvelle simulation, donc garder ses réponses pour le thème qu'il a déjà parcouru et faire une nouvelle simulation pour parcourir un autre thème. Et il peut aussi décider de dupliquer et refaire un thème qu'il a déjà fait dans le passé. Et comme ça, il peut garder ses réponses et comparer avec dans 3 mois plus tard, en fait, j'ai changé certaines choses dans mon entreprise et je refais le test et voici où j'en suis maintenant et les solutions qui me restent encore à appliquer. Et donc ici, il y a eu pas mal d'informations, donc pas mal d'étapes à suivre dans le projet. Il y a un rapport, il y a des choses à exporter, il y a des liens pour aller plus loin. Est-ce qu'on a un petit mode d'emploi de tout ça pour l'entreprise une fois qu'elle rentre dans l'outil? Oui, donc en fait, ces 4 étapes qu'on vient de parcourir ensemble, il y a un tuto qui les décrit, qui explique quelles sont les 4 étapes et à chaque étape, que faire en tant qu'utilisateur. Donc, il y a un petit tuto disponible qui rappelle l'utilisation. Vraiment pour aider l'entreprise, Guy en parlait tout à l'heure justement de cette fracture digitale, d'aider vraiment le secteur. Donc, on voit que l'outil, il a vraiment été aidé pour essayer d'accompagner l'entreprise au mieux, de lui donner le maximum de support. Donc, c'est un outil digital, mais ça reste finalement un outil simple d'utilisation, des situations, des questions en ligne qui finalement parlent à l'entrepreneur parce que c'est ce qu'il est vécu au quotidien. Tu as parlé des grandes thématiques qui finalement ne sont pas des thématiques réinventées, ce sont des thématiques qu'on retrouve dans les besoins industriels de manière générale. Et ici, on voit que les technologies, les processus, les solutions développées sont vraiment liées propres au secteur de la construction. On voit qu'il y a des définitions, des descriptions, donc tout ça est vraiment fait pour aider l'utilisateur à mieux comprendre. Et on le voit vraiment en fait comme une sorte de guide, de mode d'emploi, Ici, évidemment, c'est une sorte de première étape ou alors qui pourrait être aidé. On imagine bien cet outil qui peut être utilisé au début d'une réflexion de transformation digitale. Tiens, je me pose des questions, mais je ne connais pas forcément ces technologies. Ou alors, j'ai déjà entamé mes réflexions, mais il y a des domaines que je connais quand même un petit peu moins et il y a des technologies à lesquelles j'aimerais aller chercher plus d'infos et peut-être être aidé parce que via les liens pour aller plus loin, qui donnent aussi accès à des partenaires, qui donnent accès à des dispositifs, qui donnent accès à des études, etc. Donc ça, c'est vraiment, on voit cette richesse de cet outil. Il y a aussi dans le projet un poster qui a été développé. C'est un poster en fait qui est en complément de cet outil. Ce poster, il faut l'imaginer, c'est un poster qui est disponible pour vous les entreprises de la construction. C'est un poster que vous pouvez recevoir si vous nous le demandez en version imprimée à 0, que vous pourriez mettre au poster au mur, ou alors simplement de manière numérique. On est aussi dans l'ère du digital, donc ça c'est un peu au choix. Mais ce poster, il a vraiment été pensé avec les partenaires afin aussi, comme je le disais, de pouvoir le mettre au mur et de se dire on a vraiment un récapitulatif de tous ces thèmes, avec les sous-thèmes, avec les défis, les enjeux
les différentes solutions de manière synthétique, évidemment. Et on pourrait imaginer ça, d'avoir ça au mur. On voit des fois les entrepreneurs qui ont des grands plannings affichés au mur ou des grands posters sur la sécurité. On pourrait imaginer ce grand poster au niveau des enjeux vraiment des thématiques industrielles et de se dire, bah, tiens, moi, je me pose la question à un moment donné de tout ce qui est impact environnemental et je retrouve vraiment les défis autour. Je peux regarder avec mes équipes aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quelles sont les choses que je pourrais affiner et le lien aussi avec l'outil qu'on retrouve sur le poster. On voit aussi en haut qu'on a ce que tu parlais tout à l'heure, les mémos, ces fameux mémos incontournables auxquels il faut toujours penser. Hein, par exemple, la cybersécurité qui est un enjeu primordial aujourd'hui, qui ne sont pas spécifiques aux entreprises industrielles forcément, mais des choses vraiment toujours à garder en tête. Également des solutions incontournables, ces solutions incontournables qui sont aussi sur le poster et qui permettent, ce sont des solutions en fait qu'on retrouve un peu et qui sont des réponses à différentes problématiques. Par exemple, une machine à commande numérique, on voit en fait que ça répond à plusieurs enjeux. On la retrouve au niveau de l'automatisation, au niveau de la gestion de l'information et c'est vraiment des solutions qu'on a jugées, qui sont retrouvées la plupart du temps au niveau des entreprises manufacturières. Merci Pauline, merci vraiment pour cet outil. On espère vraiment qu'il va pouvoir aider le secteur. En tout cas, moi, n'hésitez pas à l'utiliser. Petite info, bah donc aujourd'hui on vous le présente en avant-première et il sera vraiment, il y a encore quelques petites finisations de design à réaliser. Mais dès le 15 janvier, il sera vraiment disponible en ligne. Donc ça, n'hésitez pas à rester attentif aux communications qui seront développées sur l'outil. Je me tourne maintenant vers toi, Susanna. Susanna Campagrande. Donc toi, tu es experte en innovation au centre de recherche Wood.be. Et donc dans le cadre du projet, justement, on a parlé d'éco-production. En quoi, justement, l'éco-production et aussi l'éco-conception sont importantes pour les entreprises industrielles? Oui, alors bonjour à tous. Merci pour cette question. Tout d'abord, rappelons, soulignons que l'éco-production est vraiment une démarche globale qui permet d'augmenter la compétitivité d'une entreprise. Si on est dans le cadre de la circularité, par exemple, il ne s'agit pas seulement de diminuer les charges pour une entreprise, mais on peut arriver carrément à augmenter son chiffre d'affaires. S'orienter à l'éco-production, en fait, c'est vraiment, en fait, prendre le temps de réfléchir au repositionnement d'une entreprise. Ceci, dans une démarche de transformation digitale, se construit sur 4 axes qui sont avant tout ce qui est gestion des flux, donc des matières, de l'eau, de l'énergie, des déchets. Puis il y a tout ce qui concerne le bâtiment, son implantation, les processus de transformation, de production et les produits eux-mêmes. On met jamais assez l'accent là-dessus. Et puis évidemment aussi, ça passe par la stratégie de la gouvernance de l'entreprise. Et là-dedans, en fait, l'éco-conception, donc si on se focalise plus sur la partie processus et produit, par l'éco-conception, par une démarche d'éco-conception, on peut vraiment soutenir la transformation, en fait, on peut soutenir le chemin d'une entreprise manufacturière vers l'éco-production. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-conception? L'éco-conception, c'est des mots que désormais sont assez connus, mais pas spécialement intégrés en fait dans le monde de la production de nos secteurs. Il s'agit donc de nouveau avec une démarche qui est globale, multi-critères, multi-étapes et multifacteurs en fait, et surtout multi-acteurs, hein, parce que on doit intervenir au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit. Il s'agit de tenir compte dès la phase de conception d'un produit des impacts environnementaux de ceux-ci. Et donc si on considère le cycle de vie d'un produit complet, il y a toute la partie sourcing, par exemple. Là déjà, c'est important de faire des choix stratégiques par rapport à quelle matière, comment, où est-ce que je vais la chercher, comment je la transporte au site de production, ainsi de suite. La production, comment je conçois le produit pour que il puisse être réalisé, produit de façon efficace, moins énergivore possible.
Donc, c'est pas que le choix de la matière ou de la matière recyclée, mais vraiment comment je le conçois pour qu'on puisse améliorer sa phase de production. Comment est-ce que, au moment où le produit devra être transporté, distribué, comment est-ce que je le fais voyager? Donc, comment le produit s'adapte au transport avec le moins d'encombrement possible, pour qu'il soit le plus léger possible, pour qu'il ait besoin de moins de packaging possible. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut penser déjà quand on conçoit le produit lui-même. Évidemment, la phase d'usage, il faut que le produit, c'est pas parce qu'il est éco-conçu qu'il doit, il doit continuer à bien fonctionner, être le plus efficace possible lors de son usage. Et en même temps, il doit encore continuer à respecter l'identité visuelle, l'identité esthétique de la marque. Il doit rester attractif, par exemple. Et voilà. Donc, pendant la phase d'usage, il doit être très efficace. On doit pouvoir rallonger le plus possible sa phase d'usage et donc pouvoir, par exemple, le réparer pour qu'on puisse le rallonger en fait son usage. Et puis à la fin, quand on est vraiment en fin de vie du produit, on doit pouvoir faciliter la gestion de la fin de vie et donc le désassembler facilement, pour pouvoir récupérer des composants jusqu'au recyclage en fait des matières pour pouvoir, si possible, fermer le cycle de production et être vraiment dans une démarche circulaire. Et en fait, réfléchir à tout cela est très complexe parce que vraiment c'est une démarche qui se articule sur plusieurs étapes et voilà, et c'est vraiment multicritère. Mais ça peut vraiment influencer ce qu'on appelle l'éco-production. Et quand on parle sur le terrain, justement, avec les entreprises, c'est un thème qui est incontournable maintenant à l'heure actuelle, surtout avec les enjeux environnementaux. C'est un thème qu'on retrouve dans l'industrie du futur à part entière, où les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus passer à côté. Et comme tu dis, certains elles en ont vraiment pris une véritable valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est devenu un des thèmes incontournables. Et justement, Pauline en a parlé. Il y a eu un thème justement sur l'environnement. Est-ce que tu sais nous en dire plus? Comment ça a été comment ça se traduit dans l'outil? Oui, alors effectivement, là je prends juste deux petits exemples. Pauline tout à l'heure, elle montrait que sur la thématique environnement et énergie, comme pour les autres thématiques, il y a des sous-thèmes. Pour ce qui concerne l'environnement et énergie, on a en fait sélectionné 6 thèmes qui sont le packaging, le transport, le sourcing matière, la consommation énergétique, la durée d'usage des produits et la gestion des déchets. Donc, c'est les 6 les plus importants qu'on a voulu mettre en exergue. Et par exemple, si on clique sur sourcing matière, on a une situation, on se retrouve dans la situation comme ici, nous utilisons en partie des matériaux composants locaux ou de réemploi recyclés. Donc, on montre une situation type et selon la situation, l'entreprise pourra choisir j'y suis pas encore, j'y suis déjà ou je suis déjà plus loin, donc les 3 niveaux basique, medium, master dont on parlait. Et là, l'outil propose des solutions adaptées qui permet en fait de structurer un peu le chemin qu'on doit faire pour s'améliorer par rapport à cette situation-là. Et donc, par exemple, voilà, si par rapport à cette question du sourcing matière, alors là, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, on a d'un basique, d'un médium et d'un master une solution qui est la même, qui est plateforme, matériaux et éléments de construction. On la retrouve dans les 3 niveaux. Sauf que, selon le niveau qu'on choisit, on aura par la suite des explications de présentation de l'outil et comment l'utiliser qui seront adaptées au niveau de l'entreprise, au niveau auquel l'entreprise se retrouve. Et puis, effectivement, à fur et à mesure qu'on monte vers le niveau master, là, on a des solutions qui sont, alors parfois, il y a des solutions qui ne sont pas spécialement très technologiques. Et puis, à fur et à mesure qu'on est master, là, effectivement, on utilise beaucoup les outils digitaux et les technologies pour non seulement monitorer les questions, le réseau du sourcing matière, les questions du type passeport matériaux, les questions des bases de données, des matériaux utilisés dans les bâtiments, par exemple, qu'on pourra recycler à l'avenir.
et tous les liens avec le BIM par exemple. Mais voilà, c'est là où on parle de objets connectés, Internet des objets et de technologies qui peuvent vraiment soutenir la question du monitoring des matières utilisées. Si on prend un autre exemple, par exemple de la consommation énergétique, c'est le même parcours. La situation type est la suivante. Nous analysons notre consommation énergétique, mais n'avons pas encore mis en place une stratégie d'optimisation de nos consommations. Et selon les niveaux basique, medium, master, on retrouve des solutions qui vont des solutions qui sont assez basiques, qui sont l'analyse des compteurs, des différents types de compteurs, les relations entre les différents types de compteurs, l'affichage des bonnes pratiques en entreprise, par exemple, c'est quelque chose de très basique, mais qui n'est pas encore fait partout dans nos secteurs, et c'est des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. Et donc, à chaque fois, rien que pour ces solutions qu'on considère plutôt la base, là aussi, on a à chaque fois des liens avec des approfondissements possibles pour trouver des supports d'aide, pour trouver des formations, pour trouver, en fait, alors comme pour tous les niveaux, quand on clique pour aller plus loin, là on retrouve tout un tas de liens qui sont essentiellement connectés avec les réseaux du consortium, en fait, Industrie du futur, et donc tous les centres de recherche, les pôles de compétitivité, tout ce qui a déjà été mis en place et qui peut, en Wallonie, et qui peut accompagner les entreprises par rapport à ces différentes thématiques, les outils qui existent déjà, et parfois on va plus loin aussi avec des solutions et des pistes d'approfondissement qui vont même en fait au-delà du consortium. Et donc là, par exemple, sur la question de la consommation énergétique, je saute l'étape médium. Si on va par exemple sur la partie master, là on arrive, de nouveau on a tout ce qui est Internet des objets, les capteurs connectés, tout ce qui est par exemple le stockage de l'énergie qui provient des ressources renouvelables, parce qu'on a tous ces problèmes, on met en place ces ressources renouvelables et après comment est-ce qu'on fait pour optimiser son utilisation. Et ça va jusqu'à, alors le bâtiment, lui, il devient passif carrément, avec tout un tas de dispositifs aussi qui permettent de gérer un bâtiment passif. Et puis ça peut arriver jusqu'au data analyst. Tout à l'heure, Stéphane, il disait, j'ai plein de données, mais après, je sais pas comment les gérer et quoi faire avec. Et là aussi, effectivement, il y a des outils et des profils professionnels aussi qui peuvent soutenir cette partie-là avec un zoom particulier sur la question de la consommation énergétique. Donc c'est juste deux exemples différents, mais voilà, l'outil en fait pour chaque sous-thème propose des situations et des solutions adaptées. Merci Susanna. Donc on voit qu'il y a pas mal de situations, pas mal de défis, heureusement pas mal de solutions. C'est très riche. Je me tourne maintenant vers toi, Paul Duquesne. Donc Paul, toi tu es un expert supply chain au pôle de compétitivité logistique in Wallonia. Et justement, Logistics in Wallonia était l'acteur dans le cadre du projet qui a pu aussi accompagner une dizaine d'entreprises, mais ici pour l'accompagner au niveau de diagnostic vraiment lié à supply chain. Tout à fait. Même question que Susanna, mais vraiment sur la plus supply chain. En quoi justement c'est un défi important aujourd'hui pour les entreprises manufacturières? Bonjour Mélanie, donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, donc aujourd'hui on remarque finalement dans tout secteur que la supply chain est clairement un enjeu. Et donc, mais quelque part, cet enjeu, ça a bien été expliqué par Stéphane. On remarque qu'il y a des challenges, par exemple la gestion des stocks, clairement donc un challenge au niveau des entreprises, dans la construction, mais on remarque aussi quelque part qu'il y a un problème de manque d'anticipation des activités, ce qui fait qu'en fait, à un certain moment, il est difficile de planifier à l'avance certaines activités. Et donc, je vais essayer de l'expliquer en quelques slides. En gros, oui, c'est un enjeu, mais en fait, c'est une opportunité. Donc, la supply chain est une opportunité donc pour les entreprises qui auront la capacité de vraiment de bien maîtriser leur chaîne logistique, donc la supply chain. Et donc, j'ai quelques slides pour expliquer, en gros, donc la supply chain, c'est quoi? C'est constitué de 4 flux.
Donc les flux physiques qui quelque part en amont de, on va dire, de la partie production, vous devez commander des matières premières, donc il y a déjà des flux qui se réalisent. Vous avez déjà des flux dans l'entreprise lorsque vous avez un entrepôt, des flux physiques, et en aval donc lorsque vous allez livrer vers le distributeur ou vers les clients. Ces flux physiques sont l'efficience de ces flux physiques finalement va dépendre de la manière dont les flux d'informations vont se réaliser. Et donc on en a quelque part un peu parlé. La digitalisation est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour pouvoir s'assurer que ces flux sont les plus efficients possibles et qu'on a une bonne productivité de ces flux. Accompagné donc de ces flux d'informations, vous avez les flux documentaires. Donc les documents sont générés finalement des ERP, de ce genre de système, donc des logiciels qui vont permettre aussi d'avoir une certaine efficience au niveau des documents. Et vous avez encore les flux financiers. Donc ce qui est important, c'est que lorsque vous avez une structure supply chain, vous avez donc quelque part un responsable qui a un périmètre très important. Donc c'est une position qui est clé dans l'entreprise maintenant. Pourquoi? C'est une personne qui va vraiment aider donc à monitorer et à contrôler ces différents flux, donc les 4 flux en question, et qui va être une personne qui va pouvoir planifier, exécuter et contrôler ces flux pour quelque part, au final, assurer la satisfaction du client final. Pourquoi? Donc, en fait, cette personne va vraiment s'assurer à travers ces 4 flux que le bon produit va être livré au bon endroit, au bon moment, la bonne quantité, la bonne qualité. Ça, c'est très important de comprendre. Et lorsqu'on regarde un peu donc un exemple ici donc de supply chain avec différents maillons, comme on le voit sur le slide. Donc cette personne va vraiment organiser les choses pour que de manière transversale tous ces flux, se réalisent de la meilleure façon. Et donc on remarque que lorsqu'on fait les diagnostics en entreprise, vous avez des entreprises qui sont plutôt d'un niveau relativement bas au supply chain, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui gèrent ces maillons de manière individuelle. Et donc, ce sont des entreprises qui ne vont pas anticiper, et à un moment, et donc, ils vont être obligés, pour pouvoir produire en temps et en heure, avoir beaucoup trop d'inventaire, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas anticipé, ils n'auront pas planifié suffisamment à l'avance, et donc beaucoup d'inventaire, et donc un manque d'anticipation. Par contre, des sociétés donc, qui ont vraiment une structure supply chain transversale, et donc qui ont bien compris l'importance de cette structure, ils vont, dès le début donc de la supply chain, vraiment, ils vont pouvoir anticiper et planifier bien à l'avance. Donc ça se passe déjà au niveau des prévisions de vente. Donc c'est à ce niveau-là qu'en fait que le déclenchement se réalise. Donc ils vont pouvoir vraiment planifier à long terme, ils vont pouvoir organiser les approvisionnements et les achats bien à l'avance, avoir suffisamment d'inventaire, mais pas trop, justement pour pouvoir produire en temps et en heure et pour pouvoir livrer donc le client en temps et en heure. Et donc ça, lorsqu'on réalise des diagnostics en entreprise, c'est effectivement ce genre de choses qu'on essaye de démontrer et d'expliquer donc aux entreprises. Voilà, dans le processus Digizid, donc vous en avez accompagné. Comment est-ce que Eliway peut continuer à aider les entreprises justement aujourd'hui? Donc en fait, oui, donc effectivement, donc on a réalisé, je pense, une petite dizaine donc de diagnostics en entreprise. On peut continuer donc effectivement donc à réaliser cet accompagnement dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Wallup, où là il y aura un certain focus au niveau digitalisation. Donc ce qui se passe, c'est que l'accompagnement il va être gratuit. C'est un accompagnement de 3 jours. Donc un expert va au préalable discuter donc avec l'entreprise pour comprendre un peu donc les challenges donc que cette entreprise donc a actuellement. Et ensuite donc il y aura une visite en entreprise qui se fait sur une demi-journée ou une journée, ça dépend un peu on va dire du scope de l'activité. Et donc il y a vraiment une analyse sur le terrain qui va se réaliser au niveau opérationnel, stratégique et au niveau financier. Donc en gros, ça veut dire que cet expert va essayer de comprendre comment l'entreprise fonctionne d'un point de vue supply chain. Donc au préalable, va vraiment faire une analyse de ce qu'on appelle la première couche, c'est l'organisation. Comment est-ce que la société est organisée aujourd'hui?
et comment est-ce que cette société, quelque part, analyse aujourd'hui la demande. Comment ça se passe en termes de demande, et spécialement donc au niveau des prévisions de vente, qui est vraiment l'élément déclencheur de toute la chaîne logistique. Et donc, si on remarque déjà qu'en termes de prévision de vente, il n'y en a pas, ça prouve quelque part que là, il y a déjà un problème de base, en fait, si vous voulez. Et donc, par la suite, donc en essayant de comprendre cette gestion de demande et l'organisation, on va pouvoir analyser vraiment les fonctions clés donc de la supply chain. Par exemple, Stéphane en a parlé tout à l'heure, la gestion des stocks est un challenge aujourd'hui, clairement, mais on va parler aussi d'achat, d'approvisionnement, de la gestion de la production, mais plus la partie, on va dire, logistique, préparation de commandes, la gestion du transport lorsque c'est applicable, et donc la partie du service après-vente. Et on parlera aussi de ces éléments de digitalisation dont la plupart ont parlé aujourd'hui, c'est comment la digitalisation aujourd'hui peut quelque part faire en sorte que tous ces processus vont être optimisés, comment l'outil informatique peut les aider à professionnaliser l'activité logistique et supply chain de l'entreprise. Il y aura aussi d'autres choses comme par exemple la gestion des indicateurs, comme par exemple comment est-ce que je peux dire aujourd'hui que ma gestion des stocks est bonne si je ne mesure pas à l'aide d'indicateurs. Et donc ça c'est souvent un problème que l'on voit, les entreprises n'ont pas ou peu d'indicateurs de performance logistique. Financière, ils l'ont, mais ils ne l'ont pas au niveau logistique. Et donc ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on peut analyser et où le pôle logistique in Wallonia peut vraiment accompagner donc vraiment les acteurs, tout type de secteur forcément. Et donc dans le cas du projet Wallup, c'est un accompagnement qui est gratuit, donc je le répète. Donc voilà, les personnes qui sont éventuellement intéressées peuvent me contacter. Donc j'ai mes coordonnées donc ici à la fin donc de ce slide. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci, Paul. Ben voilà, on a fait un petit peu le tour aujourd'hui de la question. Donc, on est parti tout à l'heure de que c'était ce projet DigiZ qui nous a réunis avec l'ensemble des partenaires pendant 2 ans. On est remonté sur les points de vue du secteur, sur les besoins, sur l'outil à proprement dit, qui nous permet vraiment d'aller faire son marché, de se dire, tiens, comment je peux commencer telle ou telle transformation ou continuer telle ou telle transformation. On a parlé de 2 grandes thématiques vraiment très importantes aujourd'hui et on voit encore que les entreprises peuvent vraiment s'améliorer en termes d'environnement, d'énergie et de supply chain, comme on vient d'en parler. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions au niveau de l'audience. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je n'ai plus qu'à remercier l'ensemble des partenaires qui ont été là aujourd'hui, Pauline, Susanna, Paul, Stéphane et Guy. Donc, ça a été un projet riche sur 2 ans. Remercier également l'Agence du numérique pour sa confiance et la région Wallonne, et également Technofutur qui nous permet aujourd'hui de créer ce webinaire. Voilà, merci à tous et à bientôt.